Bienvenue. Merci d'avoir eu le courage de remonter jusqu'ici, en cette fin de journée. On va parler de GitOps, on va parler d'Argo, on va faire un petit peu de théorie, puis on va essayer de faire beaucoup de démos, si le Wi-Fi veut bien. Je me présente. Je m'appelle Pablo Lopez, je travaille pour Wiscale, où je suis CTO, ce qui équivaut à peu près à homme à tout faire. Si j'ai le temps et que la démo se passe bien, je vous présenterai Wiscale, qui est une entreprise de services qui opère partout en France et qui tend à développer le cloud native dans son ensemble. Alors, avant toute chose, j'ai deux questions à vous poser. Une pour savoir si je vais vous barber et l'autre pour savoir si je vais ressortir d'ici sur mes deux pieds. Est-ce qu'il y a beaucoup de fans de l'OM? Est-ce qu'il y a des ultras? Il y en a deux là-bas. Ok, je vous ai vu. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais entendu parler de GitOps? Tout va bien. On va pouvoir avancer. Ok. La petite nouvelle sympathique, je ne sais pas si vous avez vu, c'est que mes collègues ont dû parler de Flux, qui a graduated dans la CNCF il y a 2 jours, et un tweet de Argo CD semble indiquer qu'il va prendre le même chemin. Donc on a 2 projets qui sont plutôt stables. Alors GitOps, vous en avez tous entendu parler, et pourtant c'est très récent, puisque la première chose qui émerge, c'est le patron de Weaveworks, qui commence à parler de GitOps en 2017, donc il y a 5 ans. Et depuis, ça a connu une accélération assez terrible, notamment grâce à des gens comme Kelsey Hightower, qui est un ponte de Cube. Et ce paradigme, au final, tous les cloud providers s'en sont emparés, ce qui fait qu'on commence à avoir des outils qui ont émergé de manière stable à partir de 2019 et qui, du coup, arrivent à maturité aujourd'hui. Donc un processus plutôt rapide. C'est quoi les grands principes? Les grands principes, c'est qu'en fait, l'état désiré de l'infrastructure et tout le code applicatif qu'on va porter, donc l'état désiré de la plateforme, va être versionné dans un gestionnaire de sources. Alors, on pourrait faire du Mercurial Ops, c'est plus compliqué, ça pourrait, mais de manière générale, comme Git est le standard de facto, on dit que l'état désiré est versionné dans Git. Ça veut dire que je peux décrire de manière déclarative mon système. Si je lis ce qu'il y a dans Git, je suis capable de comprendre ce qui tourne sur ma plateforme. Et c'est ça le principe vraiment le plus fondateur. L'autre principe, c'est qu'un changement qui est approuvé, donc si j'ai des flows de validation, comme je peux l'avoir du côté dev dans Git, je peux avoir des flows de validation de tout mon GitOps, eh bien, je vais pouvoir le déployer de manière automatique. Donc j'ai cette facette d'automatisation qui est extrêmement importante, puisqu'à partir du moment où un changement se trouve dans mon repo, je peux le pousser jusqu'en prod théoriquement. Pour être sûr que l'état désiré correspond à l'état qui est déclaré, il faut que j'ai des agents qui vérifient, qui fassent la police, que personne n'aille modifier mon cluster à la main. Tout le monde sait que c'est complètement interdit, mais on ne sait jamais. Et puis surtout, en fait, le grand changement que ça va imposer, c'est que on va appliquer des principes de dev, de code, on va les pousser jusqu'à l'infrastructure, jusqu'aux ops. D'où le terme de GitOps, qui vient s'ajouter à la longue famille des DevOps, DevSecOps, BizOps et que sais-je encore. Mais on va commencer à avoir, pour l'infrastructure, pour le déploiement, des pipelines, des process, des flux qui sont identiques à ceux qu'on peut connaître sur le dev, avec des peer reviews, des validations croisées, ce genre de choses. Du coup, pour avoir du GitOps, il nous faut une source de vérité unique, Git, facile. Il nous faut aussi de l'intégration continue, puisque tout changement peut être déployé. Il nous faut de l'infra as code, il faut que je puisse piloter mon infrastructure. Il nous faut du déploiement continu, donc du déploiement continu, de la même façon que j'ai de la CI, je dois pouvoir pousser mon changement jusqu'en prod. Et puis quelque chose qu'on oublie un peu trop souvent, c'est qu'il nous faut de l'observabilité. Pourquoi? Mon agent doit être capable de constater les écarts entre ce qui est déclaré et ce qui est vraiment en train de tourner, et de les corriger. Si je n'ai pas d'observabilité, je ne peux pas faire cette réconciliation. Et enfin, ce n'est pas un pilier, mais c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir des séparations nettes entre ce qui va être build,
release et deploy. Parce qu'on va pouvoir piloter ces 3 phases de manière indépendante et leur appliquer des flux différents. J'ai bientôt fini la théorie. Les bénéfices attendus sont assez simples. C'est qu'en fait, un développeur va pouvoir voir le résultat de son code jusqu'à la plateforme d'intégration, déploiement compris. Donc, on va avoir une expérience un peu optimisée. On va se retrouver comme chez Heroku à l'époque où on poussait son code et magiquement, hop, il était en prod. Comme tout est versionné et nommé, on est vachement content quand il y a un auditeur qui passe, puisqu'on est capable de lui donner la trace exacte de qui a fait quoi sur l'infrastructure, en principe, si on a bien fait. Les déploiements sont reproductibles, on verra ça tout à l'heure. On a une norme, on applique une norme. Alors on verra que la norme, ce n'est pas forcément les pipelines en eux-mêmes, la norme, c'est le flux de développement. Et puis, on va pouvoir protéger les secrets. Pourquoi je parle de protection des secrets? Contrairement à une CI classique, c'est mon agent de déploiement qui va porter les secrets. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer mes secrets, mon kubectl ou que sais-je, dans ma plateforme. Il peut être porté directement et c'est l'agent qui va venir se charger de pooler le répertoire de source. Tout ça, c'est résumé sur ce schéma qu'on va réutiliser. J'ai à gauche mon application qui déclenche un pipeline de build. Jusqu'ici, tout va bien. Je pousse généralement un conteneur dans un registry d'image. Et puis, je vais éventuellement mettre à jour le descripteur de déploiement correspondant à cette application. À ce moment-là, au sein de mon cluster cube, j'ai un opérateur qui va à la fois regarder ce qui se passe sur le registry, à la fois ce qui se passe sur l'environnement, et qui va dire « OK, je fais la conciliation des deux et je déploie ». On rentre dans le vif du sujet. Argo, quand on parle d'Argo, en fait, on a 4 projets. Tout le monde connaît bien Argo CD, qui est Argo Continuous Deployment, mais on a aussi 3 autres projets de moindre importance, mais qui sont critiques pour pouvoir faire GitOps du début à la fin sur un cluster cube. Workflow, qui est un moteur de workflow, comme son nom l'indique, qui va permettre justement de créer mes pipelines. Je pourrais remplacer Workflow par Drone, par GitLab CI, par beaucoup de choses. Pour les besoins de cette démo, j'ai décidé de prendre toute la galaxie Argo. Un troisième projet, Argo Events. Argo Events, c'est un moteur d'événements pour apporter tout un tas d'événements, on verra, au sein d'un cluster cube. Donc je vais pouvoir avoir une architecture événementielle, ce qui va m'intéresser dans le cadre de GitOps. Et le dernier, qui n'est pas nécessaire à GitOps, mais qui est quand même un must-have, je pense, Argo Rollout, qui permet d'avoir des déploiements avancés. Et on va rentrer à la surface de tous ces projets, faute de temps, mais je vais essayer de vous montrer ça. Comme je disais, tout est open source et tout est indépendant. Donc vous allez retrouver sur Git des projets pour chacun de ces projets de manière indépendante. Pour la démo, infra très basique, mes sources dans GitLab. J'ai mis un bind comme DNS. Et puis derrière, j'ai fait un capsule, donc un cluster manager sur Scaleway. Alors, étape numéro 1, on va créer notre CD. Donc pour créer notre CD, on s'intéresse à Argo CD. Super. Argo CD, c'est quoi? C'est un ensemble de services que je vais déployer au sein de mon cluster cube. J'ai un manifeste Helm qui me permet de le déployer en quasiment une ligne. Et qui a un avantage par rapport à Flux, en tout cas pour les démos, c'est qu'on a une belle Web UI. Donc on va voir ce qui se passe et on va pouvoir piloter un certain nombre de choses depuis la Web UI. Et donc j'ai ce serveur qui va répondre, qui va exposer une API en fait. J'ai aussi ce qu'on appelle des repo serveurs qui vont aller surveiller les différents Git repos que je peux avoir. Et derrière, j'ai un contrôleur qui va se charger de vraiment déployer les objets que je vais lui fournir. Ça peut être des deployments, ça peut être des répliques assets, ça peut être des démons, ça peut être n'importe quel objet cube. Et le serveur DEX, qui est le serveur d'authentification. Donc où est-ce qu'il va venir se positionner? Il va venir se positionner ici, au niveau de l'opérateur. Donc, on y va pour la démo.
Initialement, j'avais prévu de démarrer avec un cluster vide. Malheureusement, le Wi-Fi et surtout la propagation DNS fait que ça ne tenait pas dans le temps de la démo. Donc j'ai préchargé mon cluster. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cluster, il démarre avec une ligne d'Ansible. Et cette ligne d'Ansible fait que déployer Argo et sa première application. C'est-à-dire, surveille tel répertoire dans Git, là où je vais mettre toutes mes applications, et derrière, ça s'enchaîne. Donc je vais pouvoir chaîner des applications. Et tout ce que vous voyez qui est déployé ici, j'en ai pas déployé un seul à la main. C'est Argo qui s'est basé sur les manifestes. Qu'est-ce que ça donne en termes d'UI? Donc ici, c'est l'UI d'Argo CD, où je vais avoir un certain nombre de projets. J'ai mis que les favoris pour m'y retrouver, mais vous voyez que j'en ai déjà une petite vingtaine, alors que j'ai 2 applications qui tournent. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais directement, au niveau de la création de mon cluster, pouvoir déployer tout ce qui va être Ingress, par exemple. Donc tous mes certificats, mes cert managers, mon external DNS, mon Nginx, tout ça. J'ai fait des templates Helm qui sont déployés automatiquement. Donc à partir du moment où j'ai installé Argo, j'ai un cluster qui commence à passer en position opérationnelle. De la même façon, je peux déployer mon monitoring avec ma stack Prometheus, mon Loki. Bref, j'ai vraiment tout automatisé, ce qui fait que dès que je démarre mon cluster, je n'ai pas besoin de ressources externes ou de projets en bêta chez les cloud providers pour avoir mon monitoring et tout ce dont j'ai besoin. Et le dernier point, je me suis rajouté un projet qui s'appelle CI/CD, qui va me déployer justement les 3 projets annexes, à savoir Events, Workflow et Rollout. Merci. Donc ça, c'est la partie, entre guillemets, je bouffe du CPU à rien faire. Pardon. J'ai créé une petite application, là encore extrêmement simple pour ceux qui étaient déjà dans la salle, et c'est là où il faut que je survive, mais une application Flask qui va m'afficher une image de stade en se basant sur un peu de géolocalisation. Donc vous voyez, c'est Stadium Display. Donc là, j'ai 3 applications. Si je clique sur Stadium Display, je vois tous les objets qui sont entraînés à sa suite, à savoir un deploy, un service et un ingress. Et quand je clique sur l'ingress, normalement, voilà, oups, ça n'a pas tout à fait marché. Alors, on est en déploiement continu, donc pas de panique. On va corriger ça. Je reviens dans mon éditeur. J'ai donné des valeurs en fait aux différentes images que je veux déployer. Donc j'ai templétisé mon chart pour que, en fait, au niveau de Helm, je puisse venir me sourcer dans ce fichier de valeurs. Donc on va changer le Paris là, parce que sinon ça va pas mal se passer. Et on va faire un Marseille. Jusqu'ici, tout va à peu près bien. Et comme je disais, je suis dans un monde où la seule chose que j'ai à faire, c'est un git commit. Ça va, vous voyez à peu près ce que je tape. Bon, de toute façon, c'est pas très intéressant, mais... Hop. Et je vais le pusher sur ma branche Stadium. Ça a l'air d'être pushé. Et donc, ce qui va se passer, on le voit déjà, il est passé plus vite que je ne pensais. Donc, en fait, à un temps donné, toutes les 3 minutes, mon agent Argo CD va vérifier que je suis bien en cohérence entre mon Git et mon cluster. A priori, c'est toutes les 3 minutes. Là, j'ai eu du bol, je suis passé pile dans le créneau, sinon je peux forcer le sync. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, du coup, j'ai un réplica set avec 5 pods, et là, j'en ai qui sont en train de se terminer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a détecté qu'il y avait un changement, et si tout se passe bien, c'est là où je suis passé de Paris à Marseille. Donc, c'est bon, vous n'allez pas me pendre tout de suite. Ça, c'était la partie déploiement. C'est un peu décevant parce que j'avais déjà préparé mon conteneur. Il s'appelait Marseille Big. J'ai juste eu à changer un descripteur de déploiement. La magie, c'était quand même que
Argo CD est venu, l'a pris et l'a déployé, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on peut aller plus loin. Donc la deuxième chose que je vais avoir besoin de faire, c'est lier mon GitLab pour la partie CI et mon cluster K8s. Mon cluster K8s ne connaît pas, a priori, ce qui se passe dans GitLab. Et pour ça, je vais utiliser Argo Events. Je vais utiliser une toute petite partie d'Argo Events. Argo Events, en fait, pour ceux qui ont l'habitude des clouds publics, c'est quelque chose qui va vous permettre d'apporter une architecture événementielle au sein de votre cluster. Pour ceux qui font du Amazon ou n'importe quel autre techno, les chaînes de je poste un fichier dans S3 qui déclenche une lambda, qui déclenche un truc dans DynamoDB et ainsi de suite, bah, c'est exactement ça Argo. C'est Argo Events. Je peux aller surveiller des fils de messages, je peux aller surveiller des fichiers, je peux aller surveiller des Git, je peux même surveiller n'importe quel type de webhook. Et sur ça, je vais pouvoir déclencher à travers des senseurs un certain nombre d'autres événements. Donc par exemple, lire une fil de message, reposter un message, déclencher une fonction, créer un objet, ce genre de choses. Très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, en gros, c'est plusieurs contrôleurs. Un contrôleur qui écoute des événements, un contrôleur qui va piloter des senseurs et qui va déclencher des actions. D'accord. Et tout ça, ça circule sur un bus de messages que vous pouvez paramétrer, mais qui est un autre projet de la CNCF qui s'appelle NATS par défaut. Donc où est-ce qu'il va venir se positionner notre Argo Event? Il va venir se positionner dans le trigger. Donc le trigger, de manière assez simple, là encore, on va passer, comme on voit qu'on est sur deux projets indépendants, on a deux UI indépendantes. Donc j'ai deux UI, malheureusement elles ne sont pas unifiées, mais où j'ai mon pipeline en fait, où j'ai mon premier senseur qui est sur GitLab, qui va se déclencher et construire un build Canico. Canico qui est un build de conteneur. Ok. Jusqu'ici tout va bien. Je ne vous ai pas perdu. Et je vais déclencher maintenant mon petit build. Et du coup, bah, là, je vais aller directement dans mon... pardon, je vais y arriver. Dans mon code, où en fait, je vais pouvoir... Pardon, je voulais mettre Tifo. Je vais pousser mon code pour qu'il aille se construire et qu'on verra après le workflow le prenne. Mais comme ça prend un peu de temps, je le fais tout de suite. Hop. Donc on voit que là, mon événement a été intercepté et il m'a lancé un build qui se passe avec Workflows. Encore un nouveau projet. Donc Workflows, il va me permettre de créer ma CI. Tout bêtement, je vais pouvoir exécuter des steps de manière séquentielle, de manière parallèle. Ça ressemble à toutes les CI du monde. C'est un peu plus abrupt que certains outils modernes, mais ça fait le boulot. Là encore, pareil, quand on déploie Argo Workflows, on déploie des CRD, donc des objets spécifiques. Et en gros, on va avoir un contrôleur qui va s'assurer que à chaque fois que j'ai une étape, je lance bien le bon pod. Et à l'intérieur de ce pod, je vais avoir mon conteneur qui va exécuter les tâches, mais aussi un conteneur d'initialisation qui va aller récupérer ce qui s'est passé avant, et un conteneur de wait qui va attendre que je supprime le traitement pour supprimer le pod. En effet, si mon main conteneur se finit, normalement, le fonctionnement normal, c'est que le cluster détruise le pod et donc j'ai plus accès aux logs. Et en fait, le wait container me permet de dire en fait je garde les logs, je garde ce pod vivant tant que quelqu'un ne m'a pas dit que je le supprime. Donc il va venir se positionner ici, mon workflows, il va me créer mon pipeline. Alors, on va voir ce qu'il nous a fait. Hop. Donc j'ai ici un pipeline qui tourne. J'ai décidé, pour des raisons de facilité, de surveiller à la fois mon répertoire de Helm charts et à la fois mon répertoire de sources. Ce qui fait que le build Canico ne se déploie que quand je build des sources et le build Helm ne se déploie que quand je build du Helm. Il paraît assez logique. Et à la fin, j'ai une étape de pipelining qui me permet d'aller mettre à jour, ici, mettre à jour mon descripteur de déploiement.
Donc si tout se passe bien, si je fais un git pull, origin stadium, j'ai un fichier qui a changé. Et en fait, ce fichier qui a changé, c'est le fichier de configuration que je vous ai montré tout à l'heure. Et le fichier de configuration qui a pris le SHA-1 du dernier commit que j'ai fait. Donc là, j'ai réussi à pousser mon changement depuis mon répertoire de code jusqu'en production. Ce qui fait qu'ici, en principe, voilà, j'ai changé de tifo et j'affiche le grand tifo de l'OM qui est plus sympathique que les ultras qui mettent le feu. Donc l'idée, c'est j'ai vraiment eu mes deux phases, ma CI, mon workflow qui a mis à jour automatiquement mon fichier de conf, et puis mon déploiement continu qui a fait le job. Quand je regarde un petit peu ce qui se passe sur l'interface graphique, ici, j'ai bien ici une synchronisation qui a eu lieu il y a 1 minute et qui m'a mis à jour tous mes pods. Okay. J'ai décidé que Workflows allait pousser de manière automatique parce que je suis dans un cluster de staging et que donc je vais aller voir toutes mes modifications se déployer. Je peux très bien dans Workflows configurer des étapes manuelles qui me permettent de passer les différentes étapes de manière un peu plus safe. Une autre façon de faire, et c'est une des difficultés, mais aussi une des forces de Argo CD, c'est qu'en fait, on va avoir un objet qui s'appelle un application set, qui va être capable, en fonction de l'endroit où il s'exécute, de déterminer quelle configuration il doit appeler. Donc je peux très bien avoir, comme j'ai fait ici, un fichier de déploiement qui est propre à mon cluster de staging, qui peut rester à la main des développeurs. Mais je peux avoir un autre environnement, un autre répertoire Git avec un fichier similaire, à la main uniquement des QA, des BizDev, que sais-je, et qui là peuvent aller appliquer de la configuration qui sera déployée uniquement en prod, parce qu'au moment où Argo va s'exécuter, il va savoir sur quel cluster il s'exécute, et avec un jeu de tags, de noms, et ainsi de suite, il va faire la réconciliation et dire « Ok, je prends, j'applique, j'empile les modifs, et je sors la bonne modif sur le bon environnement. » Parfait. On continue. Je vous sens déçu, là. Je vous sens pas, là. Vous êtes en train de dormir. Et donc, on va essayer d'aller encore un poil plus loin. Et là, on sort un peu de GitOps, mais on va s'offrir une plus-value avec Argo Rollout. Donc, Rollout, qui va permettre de faire des mises en prod avancées, type Canary, type Blue-Green. Donc, j'ai déjà, quand j'utilise un deployment sur Cube, j'ai déjà normalement un progressive rollout, mais que je ne peux pas forcément maîtriser. Là, je vais pouvoir aller un poil plus loin en disant bah, je maîtrise le déploiement de ma nouvelle application. Vous commencez à avoir l'habitude. Rollout, c'est quoi? Ce sont encore des ressources spécifiques et qui, en fait, vont se reposer sur un objet qui est très similaire à un déploiement, mais qui permet de piloter le déploiement en mode un peu plus avancé. Et en fait, moi, ce que je vais décrire, c'est un service unique, et c'est Rollout qui va se charger en fait, de créer un méta-service qui va rerouter le trafic à la volée. Donc quand je vais lui demander de me créer un déploiement Canary 8020, en fait, il va me créer 2 réplicas sets, un avec les pods en nouvelle version, un qui reste le pod qui s'exécute, les pods qui s'exécutent, et il va créer un service qui, lui, fait du pilotage en fait, entre les 2 services. L'avantage aussi, c'est que j'ai directement aussi un service Canary, c'est-à-dire que si je veux aller taper sur une prod cachée qui n'est pas ouverte, j'ai exposé mon service, je me connecte à travers une IP interne, ou enfin, n'importe quelle méthode est valable, mais je vais pouvoir aller taper sur le Canary sans qu'il soit exposé au public. Ce qui est quand même assez pratique quand on a un peu les chocottes de déployer en prod un vendredi soir. Et donc, bah, en fait, il vient se mettre tout au bout dans le déploiement. Donc là, j'ai couvert l'intégralité de ma chaîne GitOps
avec, certes, plusieurs produits qui sont interchangeables. Je pourrais modifier à peu près tout là-dedans. Mais la famille Argo garde quand même une certaine cohérence, même si les cycles de vie des différents produits ne sont pas liés. Donc des fois, on a des choses qui apparaissent dans un des produits et qu'on n'a pas dans l'autre. Ce qui est assez énervant, mais qui permet d'avoir une relative indépendance. Alors, dernière démo. Je vous ai préparé une autre application qui est exactement la même, hein, c'est du Flask, qui s'appelle Progressive. Et on va lui demander de déployer une autre image pour me faire pardonner d'avoir mis Paris partout. Hop. On va faire un petit guide pool d'abord. Et donc je vais déployer une image qui s'appelle Palmarès. Et on va voir tout de suite ce qui se passe. Hop. Donc, troisième UI. Dans mon namespace Stadium, j'ai une application qui est en Canary Deployment. Pour l'instant, j'ai demandé 5 pods qui sont ici. Avec leur health check, je vérifie qu'ils sont bons. J'ai mis un health check sur chaque. Là, c'est pas dur, c'est un health check HTTP. Et puis, dans les étapes de mon Canary, j'ai programmé des étapes en disant bah, d'abord, tu passes à 10%. Si tu n'as pas de contre-indication, tu fais une pause de 45 secondes, tu passes à 20% et après, tu m'attends indéfiniment. J'aurais très bien pu paramétrer des choses beaucoup plus riches en disant je démarre à 10%, je mesure le taux d'erreur. Si le taux d'erreur est correct, je passe à 20%. Dans 7 jours, j'ouvre complètement et ainsi de suite. Tout est déclaratif. Alors, il est un peu lent, je suis désolé. Je vais aller vérifier quand même que ça s'exécute comme il faut, que je ne vous fasse pas attendre pour rien. Donc j'ai le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire que j'ai ma CI qui est en train de builder. Je vais aller mettre à jour le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Par contre, toute la suite, tout le déploiement progressif, c'est lui qui va s'en occuper. Pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait un template Helm et j'ai remplacé le deployment par un rollout. Je suis désolé, c'est un peu plus long que prévu. Mais normalement, il devrait commencer dans pas trop longtemps. Je vais vous montrer du code en attendant. Donc en fait, l'organisation de mon répertoire, c'est ça. Et j'ai ce qu'on appelle un application set qui va dire, bah en fait, j'utilise plusieurs générateurs qui sont ici, s'il veut bien, qui vont donc me fusionner mes différentes configurations, ma prod, ma branche Stadium et ainsi de suite, pour à la fin appliquer un tag d'image qui est la concaténation de toutes ces règles en fait. Et derrière, je déploie un chart Helm. Alors, est-ce que ça a avancé? Toujours pas. Si, ça devrait commencer à marcher. Si tout va bien, ou pas. Bon, eh bien alors celle-là, elle ne marche pas. Tant pis, c'est pas grave, ça m'apprendra. Ah si, je vais la faire marcher comme ça. Hop. Git pool. Origine. Je sais pourquoi elle ne marche pas, c'est ma faute. Donc comme je disais, il passe toutes les 3 minutes et il n'était pas passé. Donc là, ce qu'on voit, c'est que j'avais une révision 1 qui se basait sur l'image Paris Big, et j'ai une révision 2 qui vient de démarrer, qui se base sur l'image dont le hashtag est ici et que je ne vais pas me risquer à lire. Et donc, il est passé, il a mis le poids à 10. Alors 10, c'est pas très intelligent puisque j'avais que 5 pods. Donc il est passé directement à 20. Et donc là, j'ai du Canary Release. Ce qui veut dire qu'en principe, ici, si j'ai de la chance, j'ai un pari, et à un moment, normalement, j'ai une image qui ne charge pas. C'est parfait. Mais en gros, je devrais avoir voilà, celle-là qui ne charge pas. C'est pas grave. On va dire que est-ce que tu veux bien la charger? Elle veut pas. C'est pas grave, c'est le Wi-Fi qui veut pas.
Donc là, je vais avoir une chance sur 5 à peu près de tomber sur ça. Quand je regarde la vue côté Argo CD, hop, j'ai bien ici une intégration entre rollout et CD, puisqu'il me dit que le statut ici de la synchronisation, elle est suspended. Et quand je regarde, c'est parce que en fait, j'ai un objet ici, rollout, qui est en pause. Et mon rollout en pause, il a bien mon réplica set ici, avec les 5 pods Paris, et qui ont démarré il y a 5 heures quand j'ai préparé ma démo, et un nouveau pod qui vient de démarrer. Donc j'ai bien 2 réplica sets. Et quand je regarde ce qui se passe d'un point de vue trafic, hop, j'ai ici un ingress qui balance non plus sur seulement 5 pods, mais sur 6 pods. Quand je passe mon déploiement progressif, je peux ici lui dire de promouvoir la totalité du cluster. Je suis sûr de vouloir le promouvoir. Et donc, je vais avoir des pods qui vont commencer à se créer d'un côté, à disparaître de l'autre, et je vais faire mon basculement progressif. Ici, je l'ai fait manuellement. J'aurais pu mettre des règles de trafic, des règles de taux d'erreur, de fréquentation, de plein de choses. Et donc, il va le faire progressivement. Et en principe, côté Argo, ici, j'ai des pods qui se créent d'un côté et qui se détruisent de l'autre. Voilà. Il y en a un peu beaucoup, ça fait un peu le bazar, mais en gros, je vais avoir mon basculement progressif et peut-être qu'un jour, il a chargé mon image. Il a chargé mon image. Donc j'ai quand même une chance encore de tomber sur PSG, voilà. Mais en gros, j'ai la vitrine qui s'affiche au fur et à mesure et qui va donc disparaître de mes index. Je ne sais pas pourquoi il y a une image qui passe pas, c'est pas grave. Voilà pour la démo. Il nous reste 5 minutes, ce que j'avais prévu pour avoir des questions. Alors, je vais quand même repasser ici. Si vous voulez jouer au jeu des 7 différences entre GitOps et une CI/CD classique et avoir une forme de ref card, mais c'est pas une ref card, mais qui vous liste les principaux piliers du GitOps, bah voilà, n'hésitez pas, je le retweeterai. Ça vous permettra de comprendre vraiment comment et pourquoi GitOps est disruptif par rapport à votre CI/CD classique, et puis de garder en tête les principes et les avantages. J'avais dit que je gardais le temps. WeScale, si cette présentation vous a plu, si cette technologie vous intéresse, on est 70 à Paris, à Nantes et partout en France, dont Marseille et Avignon. Donc on est dans le thème, tout va bien. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors merci pour la démo. J'ai une question par rapport au taux d'erreur. Comment il a fait pour avoir le taux d'erreur dans les logs? Comment il fait pour... avec Alors quoi il est connecté? en fait, quand en rollout, là, tu vas paramétrer des sondes en disant tu vas aller surveiller telle métrique que tu peux aller prendre dans un Prometheus, que tu peux aller prendre ailleurs. Alors, j'ai pas essayé avec typiquement des Datadog ou ce genre de choses. Alors, on a essayé avec un prom, parce qu'on avait le prom. Mais en gros, tu es obligé de te reposer sur une métrique externe. Donc, il va aller crawler un site qui lui permet d'avoir la métrique. D'accord, merci. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a une question là-bas. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut mettre des steps manuels? Est-ce que tu peux préciser? Ouais. Ouais, tu peux. En fait, tu as plusieurs notions. Là, celle que je vous ai montrée, c'est la notion de pause indéfinie. Donc, en fait, tu peux mettre, par exemple, des pauses entre chacun de tes steps. Alors déjà, tu peux lui là, j'ai paramétré 10 et 20, mais tu peux lui dire par petits pas, tu fais 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Tu peux mettre des pauses et dire, bah, en fait, ces pauses, elles sont levées que par un humain qui clique sur promote. Et tu passes au next stage. Là, j'ai fait un promote full. J'aurais eu la même chose si j'avais fait un promote tout court, parce que j'avais plus d'étapes. Mais tu peux mettre autant d'étapes que tu veux. Donc oui, tu peux faire du 50-50 et attendre. Ouais, il y a une question ici. Merci pour la presse. Est-ce qu'on peut trigger et webhook sur workflow et rollout?
depuis un outil genre GitHub, Oui, GitLab. oui. par En fait, si je reviens en arrière, c'est pas bien. Faut jamais faire ça, mais ici, par exemple, tu vois, dans Events, tu as des hooks et tu peux exposer tes propres webhooks. En fait, c'est même comme ça qu'il marche vis-à-vis de GitLab. Qu'est-ce qu'il fait quand tu dis je fais une source GitLab? En fait, il va piloter l'API de GitLab pour déployer un webhook. Donc, chaque fois que GitLab appelle qu'il y a un événement GitLab qui t'intéresse, il est envoyé par webhook. Donc, tu peux exposer n'importe quoi comme événement, ce qui fait que tu peux vraiment... On peut promote aussi, du coup. Ouais, exactement. Bah, tu peux aller un cran plus loin et dire, typiquement, le rollout, je finis le rollout par une commande Slack, en fait. Ouais, c'était ce que j'avais en tête. Je me doute. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y en a une au fond. Soit tu attends le micro, soit tu cries très fort. Ouais, je vais parler fort. Non, ça marche pas. Alors on attend le micro. Qu'est-ce que vous proposez comme architecture de repo pour la partie Argo CD? Est-ce que c'est une branche par environnement? Est-ce que c'est un main avec tout dedans? C'est une très bonne question. Argo te permet de faire tout. Donc, comme il te permet de faire tout, ben, tu peux tout faire. Ce qui est cool. Ce qui ne donne pas de voix. Et c'est peut-être la chose qui m'a pris le plus de temps, c'est de trouver ma voix. Alors, moi, celle que j'ai choisie, en fait, une des plus simples, c'est de dire je fais un repo par environnement. Ça, c'est simple, c'est basique. Mais ça crée plein de duplications de code dans tous les sens. Et même quand tu essayes de promouvoir des choses, bah, si tout n'est pas hyper bien variabilisé, tu es tout le temps embêté en fait. Même en ayant du Helm, moi j'ai trouvé que j'étais tout le temps embêté. J'ai essayé le même fonctionnement par branche et je me suis retrouvé pareil à avoir ma branche de staging quand j'essaie de la promouvoir en production. Bah, j'ai toujours plein de trucs à corriger qui sont pas vraiment des trucs que je dois merger, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Du coup, ce que j'ai fait, c'est actuellement, tout est templétisé avec Helm. J'ai un seul repo. Et quand j'ai besoin d'avoir une différence forte, soit je variabilise avec Helm, si c'est possible, soit j'utilise la méthode que j'ai montrée tout à l'heure, où finalement, j'ai un repo de configuration qui est à part. Et en utilisant les merge generators, là, j'aplatis mes configs. Et lui, il va se sourcer sur plusieurs repos Git en disant « Ok, bah, je sais sur quel environnement je tourne ». Ça demande une sacrée discipline parce que ça veut dire que sur tous tes clusters, tu dois avoir les bons tags. Mais après, tu t'en sors avec des ruses. Par exemple, moi, j'ai un tag qui s'appelle isExpérimental et je déploie que des trucs expérimentaux dessus, quoi. Mais voilà, la solution que j'ai choisie, c'est un seul repo où j'ai mon source, mon chart museum et mes descripteurs Argo. Challengeable. Et juste une branche main, du coup. Et juste une branche main, ouais. Ok. Tout à fait. Oui. Merci. Ouais, alors, comment tu fais pour synchroniser quand il y a une erreur de déploiement et que du coup, tu as un repo et que chaque cible peut être à jour ou pas? Alors, attends. Chaque cible peut être à jour ou pas. En fait, tu n'es pas obligé. Là j'ai forcé le rechargement continu. Donc, c'est-à-dire que toutes mes ressources se synchronisent automatiquement. Tu vois ici, je te montre. Hop. Ici, là, tu vois, j'ai un sync, il est automatique. Je pourrais très bien décider. Alors là, c'est l'interface graphique, mais je peux l'avoir en ligne de commande, je peux l'avoir en plein de choses. De dire, bah, la prod, c'est le seul environnement qui ne se synchronise pas. Et que je peux aussi décider de synchroniser la prod uniquement sur un tag, sur un wildcard de tag, donc moi j'ai tendance à faire comme ça, à dire en fait tous les environnements d'avant ils peuvent péter, c'est pas grave. Par contre la prod, bah, je valide manuellement ou je tag une version spécifique qui part en prod. Ce qui permet de toute façon la réconciliation elle n'est pas faite de manière incrémentale. Donc je peux avoir des environnements qui vivent 5 ans de vie à gauche hors prod, et ma prod qui est beaucoup plus stable, c'est lui qui va calculer la différence entre ce qui est déployé et ce que je veux déployer. Donc j'ai pas besoin d'appliquer tous les patchs précédents.
J'ai juste besoin d'appliquer l'état désiré. Est-ce que ça répond à ta question? Pas tout à fait, mais c'est vraiment dans le cas d'erreur, le déploiement échoue. Ouais. Du coup, t'es plus GitOps puisque ta source of true est différente de... Alors en fait, ton déploiement échoue, ça c'est une... Pardon, je commence à comprendre. C'est une vraie galère parce que tu es obligé d'avoir une boucle d'alerting externe. En fait, comme ton déploiement n'est plus dans ton pipeline, là, si j'ai quelque chose qui échoue, Argo CD est capable de me le dire. Alors, il y a des mécanismes. Par exemple, là, si je me plante de version de pod, il va me garder le dernier réplica set. Si le pod n'est pas healthy, il va garder le dernier réplica set et il ne va pas basculer. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça t'évite... voilà. Si tu casses tout, généralement, tu fais git revert et tu réappliques l'état précédent. Mais ça tire les problématiques de base de données, de compatibilité des fichiers, de tout... Enfin, il n'y a rien de magique, quoi. C'est comme d'habitude... un déploiement échoué, c'est un peu la galère. Ok, merci. Je crois qu'on a dépassé. Je vous remercie. Et puis, bonne dernière conférence.